les éclairs et le feu. Un phénomène plus chaud que la surface du Soleil. Au moindre mouvement, l'air environnant devient brûlant. La foudre a le pouvoir de créer et de détruire. Sa beauté est véritablement aveuglante. On peut essayer de la photographier. On peut la capturer. On peut la traverser. Mais nous ne pourrons jamais la contrôler totalement, ni comprendre complètement les mystères de la foudre. Un après-midi d'août, je suis allée me promener. Le ciel était bleu et il n'y avait qu'un nuage orageux au loin. Je me promenais avec mes chiens. Au premier coup de tonnerre, je les ai rappelés parce qu'ils ont peur de l'orage. Je les ai rassurés. N'ayez pas peur, tant que vous serez avec moi, vous ne risquez rien. Après ça, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans une mare de sang. Je ne savais pas ce qui m'était arrivé. J'ai pensé qu'on m'avait tiré une balle dans le dos. Je suis restée longtemps immobile par terre. Je pensais que j'allais mourir, je souffrais horriblement. Mais tout d'un coup, j'ai compris que j'avais dû être frappée par la foudre. L'orage s'était déchaîné autour de moi. J'avais l'impression d'avoir avalé du feu. La foudre tue au moins 1 millier de personnes chaque année aux États-Unis. Chaque éclair ne dure qu'une fraction de seconde. Il peut mesurer 48 km de long et il a au moins 3 cm d'épaisseur. Sa température est supérieure à celle de la surface du Soleil. On peut entendre le tonnerre à plus de 25 km à la ronde. Très souvent, on symbolise la météorologie par un éclair. C'est un phénomène spectaculaire, mais c'est aussi l'un des plus grands problèmes de physique classique. On ne connaît toujours pas la cause de la foudre. C'est l'un des grands mystères de la météorologie. Nous savons depuis 250 ans que la foudre est un phénomène électrique. Malgré des années de recherche, les scientifiques ne sont toujours pas capables d'expliquer comment se produit l'éclair et pourquoi il prend telle direction plutôt que telle autre. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à comprendre l'importance des effets de la foudre sur l'ensemble de notre planète. Les orages les plus sévères se déclenchent surtout autour des zones tropicales et subtropicales, là où l'humidité est la plus forte et la chaleur la plus intense. Il peut y avoir presque 2000 orages sur Terre au même instant. La Floride est une cible de prédilection pour les orages. Au centre de l'État, il existe une zone particulièrement exposée appelée le couloir de la foudre. Cette zone mesure 90 km de large. C'est là que la foudre se manifeste le plus souvent, plus de 90 jours par an. Ce nuage là-bas est mon seul espoir, et il a l'air très prometteur. Il est 8h moins le quart, le soleil va se coucher vers 8h, donc je peux travailler jusqu'à 8h15. Ça me donne une demi-heure et je crois que ce nuage va très bien jouer son rôle. David Stillings vit au milieu du couloir de la foudre, en Floride. Il chasse la foudre avec pour seule arme son appareil photo.
Le 1er juillet 1976, j'ai photographié mon premier éclair. Cette photo s'appelle éruption, car il semble littéralement jaillir de cet endroit au centre. Des nuages violets traversaient le ciel bleu. Ainsi naquit ma passion. La nuit de la Toussaint en 1985, j'ai pris une de mes plus belles photos. La foudre s'élevait d'un pylône émetteur. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai passé la nuit à chasser la foudre. Il y eut 4 orages et à 11h17, victoire, j'ai pris ma photo. En 1992, j'ai réussi une autre de mes photos préférées. Photographier un éclair sur fond de soleil couchant, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais photographier un éclair qui sort du nuage et traverse le soleil et l'horizon, puis frappe la terre, ça c'est rare. Un spectacle magnifique. Personne ne peut prévoir où et quand un orage va se produire. Mais il commence toujours par la formation d'un nuage normal. Earl Williams est un physicien qui étudie les orages au Nouveau-Mexique. Derrière nous se trouve un orage arrivé à maturité. Maintenant, il n'a plus qu'une faible activité électrique parce qu'il a dépassé le stade maximal. Ce nuage a été formé par de la vapeur d'eau qui est le carburant des orages. La vapeur d'eau s'accumule par l'évaporation des plantes, des lacs, des rivières et des étendues d'eau. Cette vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère sous forme de courants ascendants d'origine thermique, puis elle se condense. Et la condensation est la première étape de la formation d'un nuage. Tous les nuages se forment ainsi. De l'air chaud et humide s'élève. La vapeur d'eau se condense pour former des gouttelettes. Si celles-ci grossissent trop, elles deviennent trop lourdes pour rester en l'air et il pleut. La formation d'un nuage orageux exige plus d'énergie. Le courant ascendant est plus fort. Il dépasse l'altitude à laquelle la vapeur d'eau se condense. Il continue à s'élever et plus l'air s'élève, plus il se refroidit. La foudre est déclenchée par la séparation de la charge électrique. À 8 km d'altitude, à l'intérieur du nuage, des particules de glace se forment dans la colonne d'air ascendante. Elles peuvent devenir aussi grosses que des grêlons de la taille d'un poing, qui restent suspendus dans l'air. Des cristaux de glace plus légers et plus petits se forment également. Ils s'élèvent et se frottent contre les grêlons de glace. Ce frottement provoque une charge électrique, négative pour les plus grosses particules, positive sur les petites. Les petits cristaux de glace s'élèvent jusqu'à la stratosphère, puis s'écartent sur le côté pour donner sa forme caractéristique d'enclume au nuage orageux. De tels nuages peuvent mesurer près de 20 km de haut et jusqu'à 24 km de large. La charge électrique est immense et doit être libérée. La plupart du temps, la foudre n'existe qu'à l'intérieur du nuage et ne touche jamais la Terre. Les éclairs illuminent le nuage, formant des éclairs en nappe. Mais parfois, la foudre ne reste pas cantonnée à l'intérieur du nuage. Chaque année en France, les orages provoquent la mort d'une quarantaine de personnes. Quand on est frappé par la foudre, un dessin arborescent se dessine sur votre torse et vos bras, comme si une fougère s'était imprimée sur votre peau. Le premier docteur que j'ai vu a remarqué ce dessin et il a tout de suite compris que j'avais été frappée par la foudre. Ils m'ont gardé 24 heures à l'hôpital avant de me laisser repartir. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, que je ne survivrais pas à la nuit. Je me demandais comment une chose comme ça avait pu m'arriver à moi. J'étais une toute petite chose et le ciel était si grand. La plupart du temps, la foudre ne frappe pas quand il pleut. Pourtant, il pleut entre la foudre et nous.
La foudre n'aime pas la pluie. Le plus difficile quand on poursuit la foudre, c'est de rester en dehors de la zone pluvieuse. Magnifique. Cette année a été très mauvaise parce qu'on n'a eu aucun orage la nuit. Mais ce soir, regardez, un orage se prépare. Oui, j'en suis sûr, c'est génial. Il n'est pas facile de photographier la foudre. Elle frappe sans prévenir à l'intérieur ou à la périphérie d'un gros nuage qui peut se former n'importe où et n'importe quand. Voici le mont Baldy au Nouveau-Mexique. C'est le second lieu de prédilection de la foudre aux États-Unis. Perché au sommet, à 3000 mètres d'altitude, se trouve le laboratoire Langmuir. Des scientifiques s'y réunissent chaque été car ils sont sûrs de pouvoir observer des orages. Quand le vent chaud et humide de l'été arrive sur la montagne, l'air s'élève et se refroidit. C'est alors que se développent des nuages orageux. Les scientifiques tirent des fusées dans le nuage orageux. Ces fusées sont munies d'un fil de fer afin de diriger la foudre vers l'endroit choisi. KQP 492, this is the Cupola Tower to West Knoll. Would you please keep us apprised on any launch preparations? Un instrument de mesure indique l'accroissement de la charge électrique sur la montagne. Chaque fois qu'un éclair se produit, il draine une partie de cette charge et l'appareil enregistre une mesure en baisse. Pour canaliser la foudre, ils doivent minuter précisément le tir de la fusée. Il s'agit de tirer quand les champs électriques sont les plus élevés, au moment où l'éclair est sur le point de jaillir. La caméra du laboratoire de recherche filme chaque éclair. La foudre est attirée par les pointes, par tout objet saillant à la surface du sol. Les arbres sont des cibles de choix. La foudre descend le long de la sève à l'intérieur du tronc, la transformant en vapeur. L'écorce peut exploser en 1000 morceaux qui se dispersent à la vitesse de l'éclair. On ne sait pas ce qui détermine la trajectoire en dents de scie de la foudre, ni pourquoi elle frappe un arbre plutôt qu'un autre. Nous savons seulement que sa route est d'abord tracée par une décharge électrique qui surgit d'une zone chargée en électricité dans la partie la plus haute du nuage. La foudre s'amorce par une toute petite étincelle à 8 km d'altitude à l'intérieur du nuage. Des électrons jaillissent, parcourent une centaine de mètres, puis s'arrêtent et se rapprochent pendant quelques millionièmes de seconde. Ensuite, les électrons s'éloignent et se rapprochent à nouveau. Ils recommencent plusieurs fois.
Ce canal ionisé se sépare en plusieurs branches. On appelle ce phénomène le précurseur. Il précède l'arrivée de l'éclair. En se rapprochant du sol, l'activité électrique qu'il développe exerce une forte attraction sur le champ électrique du sol. L'arrivée du précurseur à une dizaine ou à une centaine de mètres de la surface provoque une concentration d'électricité négative. Par contre-coup, le sol se charge d'électricité positive. Certains objets sur le sol réagissent en envoyant de petites étincelles de plasma faiblement lumineuses en direction du précurseur. Ces étincelles essayent de se connecter avec le précurseur. Si vous vous trouvez au bon endroit, votre tête pourra émettre l'une de ces étincelles. Un poteau télégraphique peut faire la même chose, ou un brin d'herbe peut envoyer une étincelle positive vers le précurseur. Et celle qui atteint son but déclenche l'éclair, une décharge de 10 000 ampères. Ensuite, tout est fini. Quand cette connexion est établie, les électrons sont attirés vers le sol sous forme d'un éclair aveuglant. Les électrons les plus près du sol sont attirés les premiers et ainsi de suite jusqu'à la charge du nuage lui-même. L'éclair s'élève du sol vers le nuage. Ces étincelles n'existent que pendant une infime fraction de seconde. Il est très rare de pouvoir les photographier. Ici, 2 étincelles ont jailli du haut de l'arbre, mais une seule a réussi à se connecter avec le précurseur descendant. Un poteau télégraphique a également émis une étincelle vers le haut, mais l'éclair ne s'est pas produit. Le 17 août 1985, je photographiais un orage au lac Catherine, près de chez moi. Et la foudre s'est abattue à moins d'1 mètre de moi, me projetant en arrière à 5 mètres plus loin. Quand je me suis relevé, je me suis précipité pour récupérer mes appareils. Et à 1 mètre de mon sac, il y avait un trou encore fumant dans la terre. Quand la foudre frappe la terre, l'électricité se disperse dans toutes les directions et parcourt plusieurs centaines de mètres dans le sol. La foudre a frappé Jerry Heard à 50 mètres, alors qu'il était assis sous un parapluie. Je crois que c'était en 1975. Je jouais le 13e trou dans un tournoi de golf à Chicago avec Lee Trevino. Lee avait joué le premier et moi après lui. On avançait vers le green quand un éclair a embrasé le ciel au-dessus de nous. Je me souviens qu'on a ouvert nos parapluies pour se protéger de la pluie fine qui tombait. Le second éclair nous a touchés. En fait, je crois que la foudre est tombée près de l'eau, à côté de nous, et nous a touchés là où on était en contact avec les parapluies. La foudre est descendue le long du dos de Lee, elle m'a touché au bas-ventre. On a été brûlés tous les deux, et je me souviens que mes mains étaient contractées par la décharge électrique. Aux États-Unis, 1/5 des gens tués par la foudre sont des golfeurs. Il est toujours dangereux de se trouver à l'extérieur pendant un orage. Pourtant, il existe des moyens de diminuer le risque encouru. Pour être parfaitement à l'abri, il faut se trouver à l'intérieur d'une boîte de métal. Voici une cage de Faraday exposée au musée des sciences de Boston. C'est une boîte en fer percée de trous. Le métal offre une faible résistance à l'électricité, donc le courant se déplace le long du métal plutôt que de frapper ce qui se trouve à l'intérieur. Chaque fois que nous prenons l'avion, nous nous déplaçons à l'intérieur d'une cage en métal géante. Un avion est frappé par la foudre au moins une fois par an, et cela en dépit du fait que les pilotes font tout ce qu'ils peuvent pour éviter les orages. Presque tous les pilotes. Dans les années 80, la NASA fit voler un avion à travers des orages particulièrement violents. Ils voulaient que l'avion soit frappé par la foudre le plus souvent possible, afin d'observer ce qui se passait. Le résultat dépassa leurs espérances.
La carlingue en métal de l'avion compressa les champs électriques de l'orage en les traversant. C'est la présence de l'avion qui déclenchait l'éclair. Pendant des dizaines d'années, les pilotes ont déclaré avoir vu de brefs éclairs dans le ciel au-dessus des orages, sans que personne ne les croie. Mais ils avaient peut-être raison. Ces images d'archives furent prises au-dessus d'un orage dans le ciel des grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces éclairs sont presque invisibles et ne durent qu'une fraction de seconde. Ils mesurent 16 km de large et s'élèvent à plus de 80 km au-dessus de l'orage. On ne sait rien sur ces éclairs, ni comment l'orage les fabrique. Leur puissance et leurs effets sur l'atmosphère sont encore inconnus à ce jour. Mais il faut sortir de l'atmosphère pour apprécier la puissance de la foudre. Ces images, prises par une caméra à bord de la navette spatiale, montrent des orages nocturnes qui se déplacent sur des continents. Et pas seulement sur la Terre. La foudre semble exister sur d'autres planètes de notre système solaire. Elle a même été photographiée sur Jupiter. Ce violent éclair de lumière de 1600 km de long a été filmé par l'une des sondes de voyageurs. La foudre existe peut-être partout. Nous commençons à peine à comprendre la complexité de ce phénomène. En dépit d'années de recherche, nous ne comprenons pas encore la nature exacte de cette force. Pourtant, si nous voulons protéger notre avenir, nous devons tenter de l'analyser. J'ai été frappée par la foudre il y a 3 ans et je crois que je commence juste à m'en remettre. Cet événement a complètement changé ma vie. Tout ce que j'étais, tout ce que j'avais fait m'a été enlevé. Je continue à trouver que les orages et la foudre sont d'une beauté extraordinaire. Je ne peux pas m'empêcher de sortir quand il y a un orage. Je reste sous la pluie et je me demande comment la foudre m'a frappée. Pourtant, j'adore regarder les orages. Got it! Boy! Man, did you see that one?